Et voilà un personnage bien difficile à chroniquer, sans doute le plus difficile des 5. Et pourtant, malgré les moqueries, son traitement si particulier, Shun restera toujours mon éternel coup de cœur chez les héros. Ce qui frappe avec ce personnage, c'est que de nombreux éléments tarderont à venir dans l'intrigue. Maître, technique, entraînement. On va y revenir. On a souvent lu que le personnage de Shun aurait dû être une femme, mais que Masami Kurumada n'était pas très chaud pour incorporer un personnage d'un autre sexe. Cette analyse se vérifie par le fait que, dans les autres mangas de l'auteur, il n'y a effectivement pas de femmes dans le groupe des héros. Mais nous étions dans les années 80. Aujourd'hui, l'auteur a changé sa position à ce sujet, puisque c'est lui qui suggérera au staff de Sensei Omega d'y insérer un personnage féminin dans le groupe des héros. Il était peut-être trop tôt pour le public cible, on notera qu'il incorpore constamment une femme forte, que cela soit un mentor, une grande sœur du héros, etc. L'auteur compense donc l'absence d'héroïnes combattantes dans le groupe principal en entourant les héros de femmes influentes et puissantes. D'ailleurs, l'histoire est tout simplement centrée autour de la jeune femme qu'est Saori, mais retournons au cas de Shun. Dans une interview de Jump Gold, Masami Kurumada indiquera avoir dessiné les bras de Shun comme ceux d'une femme. En effet, il est le seul qui n'a pas les bras saillants de muscles dans le groupe de héros. D'ailleurs, dans la récente Final Edition, les muscles de Shun ont systématiquement été effacés. Faisons déjà un aparté sur son apparence, d'où il vient. Bien sûr, le personnage de Shun fait beaucoup penser à Takashi Kawai dans Rin Nikakero, un personnage qui est un virtuose du piano, et pour la petite anecdote, conscient de ce rapprochement sur ces deux personnages, Hiroshi Kamiya, qui incarnait Takechi dans Rin Nikakero, sera rappelé plus tard dans Sensei Omega pour y incarner cette fois-ci Shun. Il avait également incarné Orphée auparavant, virtuose de la lyre cette fois. Ce seiyuu est une star et est la voix de Levi, dans le célèbre Shingeki no Kyojin. Toujours physiquement, Shun est la création graphique héritée de deux personnages de Kojiro. Kirikaze, du clan Fuma, l'adaptation animée ne lui mettra pas les cheveux verts comme Shun, mais plutôt turquoise, et Tsuchidate sur le visage et les mèches de cheveux. Ces deux personnages n'ont par contre pas une personnalité aussi travaillée et leur douceur n'est pas évidente dans leur façon de se comporter au combat, malgré leur design androgyne. Plus tard dans Silent Night Show, le personnage de Ryo, du Paon, combattant original avec une baguette de chef d'orchestre, semblait avoir des bases graphiques de personnages de la même trempe que Shun, mais il faisait aussi penser à Sorrento brun. De même que le personnage de Kotaro dans Betix, le frère de Teppei, le doux et intelligent scientifique sera un héritier du style graphique de Shun. L'adaptation animée de TMS le fera châtain, et le caractère design n'était pas d'Araki. La ressemblance graphique sera moins évidente. D'ailleurs, ce personnage ressemble à Shin Mori dans Samurai Troopers, dans la coupe de cheveux et le type de visage. Personnage assez semblable à Shun dans la dynamique de groupe. Le sensible est doux. Si Alone dans Next Dimension est le même type de personnage doux que Shun, le fait que Kurumada lui ait fait des cheveux longs tranche assez et ne permet plus de parler de clone graphique dans l'univers kurumadien. Conception de sa clause. Shun et Seiya partagent ce point commun d'avoir les clauses les moins chargées au début du manga. Pour Seiya, ça va, sa clause évoluera rapidement, mais pour Shun, ce qui est intéressant, c'est la forme objet de sa clause. Les épaulettes parlent carrément à Shingo Araki et aux autres personnages du staff. Par contre, les similitudes entre son casque et celui d'Iki, cela sera encore plus accentué dans l'adaptation animée. Ainsi, les courtes épaulettes de Shun, pas nécessairement très singulières, seront grandement modifiées pour avoir ces épaulettes si caractéristiques du personnage, qui recouvrent les bras. Bon, d'ailleurs, je me suis souvent demandé comment elle faisait pour tenir. D'ailleurs, pour l'adaptation animée, c'est un peu le contraire car Shun est quasiment le mieux protégé et ce, avec un torse assez complet. Tellement complet qu'il fait apparaître la poitrine de sa constellation créant une ambiguïté sur le sexe du personnage. L'adaptation française tombera dans le panneau sur les épisodes 2 à 5. Avec les chevaliers, c'est quand même pas aussi facile qu'avec les ours des rocheuses. Mais ils sont fous! D'ailleurs, il est le seul qui ne porte pas de jupe de protection et laisse transparaître des formes de hanches de femmes avec un postérieur parfois très galbé pour accentuer le côté androgyne du personnage alors qu'il a seulement un visage doux dans le manga, mais son corps n'y est pas féminisé.
Autre détail dans le manga sur sa clause, c'est bien évidemment sa chaîne. Eh bien, on ne verra les extrémités que bien plus tard, lorsque Seiya se voit livrer sa clause par Kiki. Manifestement, Masami Kurumada a mis du temps pour se décider à la forme. Pour les deux extrémités, l'auteur s'inspirera d'une illustration d'Andromède de Johannes Hevelius. Sur son nom, Masami Kurumada nous indiquera ceci. Le nom de Shun est à l'image d'un scintillement d'étoiles, Ochi no Mataki en japonais, Shun étant une autre prononciation de Mataki, tandis que le nom d'Iki est là pour donner l'image d'homme plus brillant que tous. Et enfin, la voix. Je pense qu'on a tous été surpris en France d'apprendre que Shun et Vegeta, c'était le même homme qui était derrière ces personnages, à savoir Ryo Horikawa. Alors attention, Ryo Horikawa n'a pas toujours fait des rôles à la Vegeta ou le cultissime Reinhardt dans Les Héros de la Galaxie, car dans les années 90, il était coutumier des héros de personnages. D'ailleurs, si vous voulez l'entendre dans un timbre très similaire à son personnage de Shun, je vous conseille le film 5 Star Stories, où il y incarne un homme très efféminé, à savoir Ladios Sop. À partir du Mekai et la crise du staff post-Tenkai, c'est le timbre très juvénile de Yuta Kazuya qui officiera sur Shun. Si les débuts du seiyuu sont difficiles à cause du timbre trop différent et criard, le seiyuu prendra ses marques progressivement et sera très bon sur le Mekai Kocho, même s'il est difficile d'égaler le précédent seiyuu. Certains fans japonais trouvaient que la voix de Ryo Horikawa avait trop vieilli. Difficile à dire, nous qui sommes français. Mais sa voix semblait effectivement un poil plus grave. Jabu, je ne comprends pas pourquoi nous devons combattre ici. Je n'ai participé à ce match que pour voir mon frère enfin guéri. Mais mes espoirs ont été déçus. Sur la version française, si Shun était dans un premier temps doublé par Laurence Crouzet, ceci va évoluer en la personne de Serge Bourrier. Bon, personnellement, quand j'étais enfant, j'adorais son timbre sur ce personnage, mais avec les années, ce choix est quelque peu contesté par des fans et j'ai peur de tomber dans la nostalgie à vrai dire. Quoi qu'il en soit, le résultat ne m'a jamais dérangé. Cela dit, Tariq Mehani, qui reprendra le personnage dès le Mekai et les jeunes, fera du bon boulot. Et enfin, le staff de l'anime nous gratifiera de la belle musique Yomigaere Heiyu Densetsu. Mine de rien, elle ne sera pas si souvent utilisée dans la série, mais uniquement à des endroits clés, où la constellation d'Andromède y est plutôt bien mise en avant, donc pas nécessairement lors des moments d'action. Je dois dire que la musique accompagne fort bien le flashback où Shun enfile pour la première fois sa clause d'Andromède. On réentendra ce morceau parfois sur les apparitions de Shun dans Hades, mais ce thème est vraiment mieux adapté au début de la série. Sur le personnage à ses débuts, on a vraiment l'impression que l'auteur s'est ravisé sur les pouvoirs de Shun. En effet, lorsqu'il affronte Jabu, Shun y apparaît comme quasi invincible, mais il est vrai qu'il essayait de nous montrer que les 5 héros sont des bronzes particuliers et plus puissants que les bronzes standards. Avec une telle défense, on a du mal à l'imaginer perdre. Et sur les défaites de ce personnage, Masami Kurumada reviendra dessus dans la revue de Junei. Par contre, il semblerait que bien des lecteurs ne considèrent pas Shun comme quelqu'un de fort. Autrement dit, ils ont apparemment l'impression que Shun ne peut vaincre un ennemi sans avoir recours à la chaîne. L'interview, qui sera rendue publique en mai 1987, est intéressante car à ce moment-là, le passé de Shun ne nous avait pas encore été révélé et ainsi le dénouement de son combat avec Aphrodite. Masami Kurumada comprendra qu'il faudra renverser quelque peu les croyances de ses lecteurs. Car oui, bien que remportant trop facilement son combat face à Jabu, jartant ainsi ce personnage du groupe des héros, Shun sera mis très vite en difficulté face à son grand frère Iki. D'accord, il est très puissant, mais Shun y apparaîtra faible à plusieurs reprises. Mais clairement, Kurumada insistera pour nous montrer que Shun évitait la confrontation et cherchait la voie de la discussion, ce qu'il fera toujours lorsque c'est possible. C'est également une question de sensibilité et de sentiment, et généralement il y a deux réactions assez contradictoires chez le lecteur, soit de l'empathie, soit de la moquerie, et c'est l'une des problématiques de ce personnage si complexe. Et au Japon, lors de la diffusion de la série, beaucoup de spectatrices auront de l'empathie envers Shun, et ce, malgré parfois des traitements discutables. On va y revenir plus tard, rassurez-vous, Shun restera à jamais populaire pour diverses raisons.
Ikki étant meurtri de son séjour de la Death Queen Island, et en plus il a été instrumentalisé par Guilty. Il malmènera son frère. Shun ne sera toutefois pas inoffensif face au Black Phoenix ou son Némésis. Bien sûr, face au Black Andromeda, le duel est serré en raison du sauvetage de Seiya, mais le manga nous indiquera de manière très claire que dans d'autres circonstances, Shun n'aurait eu aucun mal à défaire son adversaire. Pourtant, le personnage culpabilise, car c'est lui qui aurait dû aller sur la Death Queen Island, et non son frère. Voilà pourquoi il tient tant à se sacrifier face à lui. Et en plus, ce déroulement est habile par rapport à sa constellation. Le personnage est là pour les autres, rappelant un peu Shu dans Octonoken, et son étoile tragique, n'hésitant pas à perdre la vue en échange de la vie de Kenshiro enfant. Les choses difficiles arrivent avec l'adaptation animée lorsque Dokrates arrivera et sera responsable de la mort présumée d'Ikki. Shun sera tourné en ridicule par ce dernier, et pire, face à l'Enetsu Sainte. Ce combat, bien que techniquement très classique, est bien plus important qu'il n'y paraît, car, hélas, c'est ce qui va définir le traitement de Shun aux yeux du staff et des scénaristes dans les films. Et ainsi va naître la fameuse phrase « Shun, 大丈夫か? 大丈夫か? Shun. 兄さん、やっぱり来てくれたんだね。兄さん、やっぱり来てくれたんだね。大丈夫か? Shun. 兄さん、やっぱり来てくれたんだね。兄さん、やっぱり来てくれたんだね。兄さん、来てくれたんだね。 Fort heureusement, Masami Kurumada va ignorer cela dans un premier temps, mais il ne va pas créer pour autant un grand combat avec les Silver Saints. Dante étant vaincu encore plus facilement que le Black Andromeda, il n'y a pas de combat serré pour Shun, comme on pouvait en voir entre Misty et Seiya, ce qui est frustrant, car soit le personnage vainc très facilement, soit c'est lui qui est vaincu. Mais cela montre aussi qu'il a clairement un niveau supérieur, ou au moins égal à un Silver Saint à ce moment de l'histoire. Heureusement, les choses vont évoluer. Mais oui, sur les combats, Masami Kurumada va avoir un peu de difficulté pour développer des choses véritablement cultes chez les lecteurs, tandis que l'anime, lui, a développé un concept à travers la sensibilité du personnage, son sens du sacrifice, mais il ne sera pas un atout de choc comme le montre son court combat face à Karugu, le Ghost Saint de la Méduse, accompagnant Guest. Dommage car dans l'épisode précédent, Shun était victorieux sur le premier round. Et d'ailleurs, Horikawa se montrera assez jaloux, non sans humour, du personnage de son compère Hideyuki Hori, en raison du nom de son attaque terriblement classe. Hori lui indique bien qu'il y a des nuances sur la chaîne, notamment sur la défense, mais Horikawa réplique que tout finit par passer à travers. Il est même peiné d'avoir l'impression que son personnage combat tandis que son frère se cache derrière un arbre en attendant d'intervenir. C'est assez étrange cet échange car même sous le ton de l'humour, Horikawa n'y va pas par quatre chemins concernant ses regrets sur le personnage de Shun. Et enfin, le seiyuu indiquera ceci. Parfois, j'aimerais bien que Shun prenne ses responsabilités sans personne pour parvenir à réparer ses erreurs, qu'il se relève seul et parvienne à en réchapper grâce à ses seules forces. Et je pense que s'il y avait au moins un épisode comme ça, les téléspectateurs n'auraient plus l'impression que Shun a toujours besoin d'être secouru. Et puis parfois, j'aimerais bien que ce soit moi qui sauve mon grand frère. Et au fond, Horikawa sera écouté de manière très partielle lorsque Shun intervient pour sauver Ikki face à Shaka, puis dans le duel face à Bud dans Asgard, ou en 2004 à travers le 5e film. Oui, j'avance beaucoup, pardon. Mais en effet, le rôle de Shun subira des évolutions intéressantes. Toujours est-il que les crispations autour de Shun, si elles existent pour Horikawa et de nombreux fans, Masami Kurumada n'y sera pas insensible. Par ailleurs, chose étrange, si Yoga et Shiryu voient rapidement leurs origin story, eh bien, celle sur Andromède tardera. Pourquoi ? Probablement parce que celle d'Ikki a surplanté son petit frère. Et pourtant, lors d'un flashback non adapté par l'anime, Tatsumi indiquera sous un air sadique que l'île d'Andromède, c'est pas une colonie de vacances non plus. Une indication de l'auteur qui trouvera un développement que très tardivement, et ce pour mieux surprendre le lecteur. Passer les Silver Saints, où je ne vais donc pas trop m'étendre sur le sort de Dante, si ce n'est que l'adaptation animée nous montre un Shun assez inhabituel dans son état d'esprit, à savoir extrêmement sûr de lui et sans état d'âme face à la mort de Dante, alors qu'il le domine, un faux raccord avec la vraie personnalité du personnage.
Et donc, lors des 12 maisons, il tirera son épingle du jeu face au Gold Saint des Gémeaux. Mieux, sa chaîne met parfaitement en valeur le mystère qui entoure ce personnage. La tension, le sound design et la fin de l'épisode 45, c'est vraiment très fort. Et puis, on a l'épisode 46 qui divise. Pourtant, l'épisode est important car oui, c'est seulement à ce moment-là du récit que Shun indique les fonctionnalités de ses chaînes. Encore un concept qui a traîné de la part du mangaka. La chaîne ronde défensive, la chaîne en triangle offensive. Et en plus, nous avons l'apparition de la Rolling Défense, ce qui est une évolution assez intéressante car par rapport à sa première défense. Et enfin, nous avons l'insertion du Thunder Wave, qui est à ce moment-là la technique la plus puissante du personnage. De beaux cadeaux que fait l'auteur à ce personnage. Alors on ne sait pas trop si Shun a créé ces techniques lors du combat ou s'il ne l'avait juste jamais utilisé auparavant. Quoi qu'il en soit, cette technique est capable de faire voyager la chaîne d'Andromède dans d'autres dimensions. Et nous avons enfin le droit à une insert song dans cet épisode, Nebula Chain. Bon, je suis pas un gros fan de cette chanson, je l'avoue modestement. Quelque chose que je déplore dans ce combat, c'est la fausse piste du rosaire, car Shun nous indique pouvoir ainsi identifier la personne qui utilisait la clause des Gémeaux. Que cela soit dans le manga ou dans l'anime, cet élément ne sera jamais utilisé. Là encore, l'auteur s'est ravisé et il est possible que cet élément soit le vestige d'une ancienne idée durant laquelle les héros parvenaient ensemble au temple du Grand Pop. Ou alors autre chose, si vous avez des pistes, je suis preneur. Dans la maison de la Vierge, Shun y est aussi malmené, mais comme ses pères au fond, et bien qu'il se fasse sauver par Eki, on peut nuancer que c'est lui qui a le mieux encaissé le coup. Mais bon, cela faisait aussi partie de la thématique de voir interagir les deux frangins. Et là, il y a évidemment la maison de la balance, une scène devenue iconique chez les fans car l'ambiguïté du personnage va franchir un cap avec ce passage. Les seiyuu eux-mêmes en riront affectueusement. Et c'est vrai que pour ce type de sacrifice, les japonais n'y vont pas par quatre chemins, comme en témoigne une scène rendue très populaire par le joueur du grenier dans Georgie. Ce passage va vraiment définir le personnage aux yeux de tous. Si le manga est relativement sage par rapport à ce sauvetage, dans l'anime, il en est tout autre. Et il y a un dialogue de Shiryu dans le manga qui n'a pas été adapté lorsque lui et Seiya se dirigent vers la maison du Scorpion, indiquant qu'après cette bataille, il demandera à Shun d'abandonner son titre de Saint d'Andromède, car le trouvant beaucoup trop gentil. L'adaptation animée répondra bien plus tard à cela par le biais de Seiya, lorsqu'il voit par lui-même les progrès qu'a fait Shun, alors qu'au début, il pensait qu'il n'avait pas l'étoffe d'un saint. Oui, la gentillesse du personnage, son sens du sacrifice, tout ça, les autres personnages le voient et ils se questionnent. Que peut bien apporter un homme qui ne veut pas blesser autrui dans cette bataille ? Kurumada a clairement voulu montrer au public qu'un homme a plusieurs facettes et que celle-ci se retrouve éparpillée sur les 5 héros. La force de la fougue de Seiya, la force de la sagesse et l'intelligence de Shiryu, la force de dépassement de ses complexes par le froid et le calme chez Yoga, hanté par le souvenir de sa mère, la hargne et la dureté très virile d'Iki, torturé par la vie, et chez Shun, on a la force de la tendresse et de l'amour chez son prochain. Tendre la main à son ennemi et lui proposer de discuter en est la force la plus virile que Kurumada ait mise en avant et le message est fort à travers Shun. Si certains le voient comme un fragile, il cherche simplement une alternative à la violence car il sait qu'il est potentiellement puissant avec un pouvoir potentiellement dévastateur caché, comme nous le montrera son dernier combat du sanctuaire. Sa force est aussi sa grande humilité concernant sa véritable puissance. Si l'anime avait à première vue ciblé Milo comme potentiel adversaire de Shun, cela va évoluer comme vous le savez tous. Et roulement de tambour, Masami Kurumada fait dire à son personnage que depuis le début, son but était de rencontrer le saint des poissons. Kurumada n'avait clairement pas le temps de développer ses intrigues comme il le souhaitait sous le rouleau compresseur des épisodes hebdomadaires de Toei, qui comblait les trous sur lesquels Kurumada prévoyait de revenir par la suite. Et ils ont sauté sur l'occasion en découvrant juste avant la bataille des 12 maisons June, le saint de bronze du caméléon, camarade d'entraînement qui a des sentiments pour Shun, mais Shun ne ressent pas autre chose que de la camaraderie envers elle.
Toei crée alors tout l'univers d'entraînement de Shun avant Kurumada. Des rivaux, Reda et Spica, des camarades de galère et un maître Albioré, Silver Saint de Céphée. Dans la mythologie grecque, Céphée est le roi des Éthiopiens, là où est située l'île d'Andromède, époux de Cassiopée et père d'Andromède. Assez logique comme lien en tant que maître spirituel. L'île aurait été dévastée suite à l'attaque de Milo du Scorpion. Il semble que le staff et Kurumada ne savaient pas encore quel rôle donner à Milo du Scorpion. Kurumada voulait même en faire le maître de yoga pendant la pré-publication et l'anime voulait créer un lien avec Shun. Bref, il serait intéressant d'interviewer les membres du staff sur ces changements de directives et des destins des personnages. Mais c'est assez réaliste que Shun ne tombe pas forcément sur Milo juste parce que celui-ci a attaqué l'île d'Andromède. Et puis, on retombera sur nos pattes avec Aphrodite des poissons. Kurumada nous offrira bien un Silver Saint de Céphée en maître, mais pour marquer son territoire, il lui donnera une armure avec un visage différent, même si cela n'a pas d'impact, si ce n'est que Albioré est bien plus beau gosse que Daedalus. Il ressemble d'ailleurs au petit copain imaginaire des fans de Shun, à savoir Yoga. Concernant le combat final de Shun au sanctuaire, j'ai dit beaucoup de choses sur ce combat avec Aphrodite à travers une ancienne vidéo, mais concrètement, comme indiqué peu avant, Masami Kurumada va nous surprendre. Oui, Shun est capable de se battre sans ses chaînes. Mine de rien, contextuellement, c'était un grand bouleversement pour ce personnage. Aujourd'hui, ça paraît classique et désuet comme retournement de situation. Et enfin, c'est à proprement parler le premier combat véritablement difficile de Shun qu'il remporte. Alors, je mets un peu à part l'affrontement avec la clause vide des Gémeaux. Et hélas, la popularité d'Aphrodite souffrira un peu de ce combat. Dommage car le contexte est savoureux. Shun est supposé vaincre et venger la mort de son maître. Lors des Weekly Shonen Jump, le mot Raiden fut balancé et il est possible que cela soit un nom abandonné par l'auteur en parlant de Daedalus. Le mystère n'est à ce jour pas résolu concernant ce nom de Raiden. On arrive enfin à une caractéristique de Shun, ce sont ses maîtres. Yoga en a deux, mais ils apparaissent dans l'adaptation animée. Le problème, c'est qu'encore une fois, Masami Kurumada a introduit de nouveaux éléments autour de ce personnage, mais tardivement. Et le personnage d'Albioré était donc déjà apparu. Du coup, au lieu d'essayer de faire coexister Daedalus et Albioré, je ne vois pas comment on aurait pu, mais admettons, Albioré est purement supprimé. Bon, franchement, j'aime beaucoup les personnages de Masami Kurumada, mais je préfère la création d'Eisaku Inoue, à savoir Albioré, qui aura le droit à un joli traitement, et Milo moins du coup. Daedalus, lui, est vaincu, bien sûr, mais le manga n'indiquera pas s'il a vaillamment combattu. Forcément, le capital de sympathie y est moindre. Quoi qu'il en soit, Shun a montré qu'il pouvait se battre comme un homme. Il est victorieux et son adversaire s'en étonne. Et vient l'arc Asgard, où nous avons une belle rencontre entre Shun et Mime. Le duel est splendide car Mime questionne notre personnage sur ses motivations, ses contradictions. La scène est forte et le fruit d'une belle évolution sur la série. Un passage assez singulier que l'auteur réutilisera à son compte lorsqu'il présentera le spectre luné. Shun a des doutes, comme tous, et cela n'est pas une faiblesse. Il se questionne sur le sens de ses combats et leur but. Il a des scrupules que ses camarades ne montrent pas, et c'est sa force, son humilité. Il est le seul qui voit les larmes de Thor, alors que Seiya ne cherche qu'à enchaîner un Ryuseiken. Ce qui lui donne de la force et des convictions, ce sont les liens forts avec son frère qui le stimulent spirituellement en plein combat, comme c'était le cas avec Reda et Spica par exemple. Le combat est très serré et tactique, mais à l'image du modèle des films, à savoir Orpheus versus Shun, Shun ne le vaincra pas. C'est d'ailleurs peut-être le duel le plus serré où Shun ne remporte pas la victoire. Heureusement, il aura le droit à un joker face à Sid qu'il vaincra et Ikki se réservera Bud, à chacun son frère. Notons que le Saint d'Andromède, chez les héros, était le seul à connaître l'existence de l'anneau des Nibelungen avec Saori. Et dans la partie Poséidon, écrite par Kurumada et donc pas par le staff de l'anime qui joue sur des poncifs, je l'ai toujours indiqué à plusieurs reprises, mais c'est pour moi l'âge d'or du personnage. Et d'ailleurs, Horikawa avait indiqué avoir été très ému sur l'évolution de son personnage. Si en effet le duel face à Io n'est pas culte, en revanche, sa fin, sa conclusion, son émotion, ça met beaucoup de fans d'accord sur la bonté d'âme de Shun et sa puissance de guerrier d'Athéna. Contrairement à Seiya qui massacre Bayan, Shun a des états d'âme nobles et se refuse de tuer un adversaire qu'il domine. Kurumada a préparé un beau terrain pour l'être le plus pur qui sera le réceptacle d'Hadès.
Face à Kaza, Shun aura la meilleure prestation parmi nos 3 saintes, même s'il se fera vaincre lui aussi très facilement, submergé par ses émotions, avant qu'Iki ne vienne une fois de plus à sa rescousse. Face à Sorrento, bien que le duel soit entrecoupé de va-et-vient avec les interactions de Seiya versus Poséidon, le match est intéressant et d'ailleurs, Masami Kurumada le fait affronter un musicien, ce qui est déjà un clin d'œil à Takashi Kawai de Rin Kakiro, mais encore plus grand que celui-ci, utilise le Dead Hand Symphony qui est la technique du joueur de lyre d'Orphée dans ce manga. Plein de clins d'œil sont insérés pour les fans des œuvres de Kurumada. Shun nous fait un magnifique discours de psychologue sur la bonté d'âme certaine de Sorrento pour être aussi sensible et pour pouvoir jouer de si belles mélodies sur sa flûte traversière. Seule une personne pourvue d'une belle âme en est capable. Shun vient alors à contre-cœur à bout d'un des plus dangereux mariners. C'est beau, oui, quand il veut, il peut. Si Seiya, Shiryu et Yoga sont les stars avec leur Gold Claws, Shun et Iki détruisent respectivement 2 piliers chacun et Shun vainc 2 mariners. Et hélas, je suis obligé de parler des films de Saint Seiya maintenant. Parce que la cassure, elle est bien là et le manga va poursuivre là-dessus. Kozo Morishita a introduit de nombreux clins d'œil dans le premier film, mais au fond c'est l'apanage des films issus des animes fer, là où furent projetés les films de Saint Seiya, chose que beaucoup de fans Dragon Ball connaissent bien. Par exemple, dans le 6e film, Cooler donne un grand coup de poing qui déforme le corps de Goku. Ceci est fort logiquement une référence à numéro 17 qui bat d'un coup Piccolo. Saint Seiya n'échappera pas à cela. Seiya se fait empoisonner dans le premier film, comme face à Black Pegasus, et de la même façon que Piccolo sauve Gohan dans le film de Dragon Ball Z, Shun se fait sauver par Iki et la même phrase est dite lorsqu'Iki sauve son petit frère. Au fond, pourquoi pas? Le problème est qu'il en sera de même pour les 5 films. Et là, on va pas se mentir, mais les films ont fait énormément de mal à l'image de ce personnage. Alors, j'ai plusieurs théories là-dessus. La première, c'est qu'en effet, cela est un clin d'œil à ce qu'on pouvait voir dans la série. Mais comme cela n'arrive pas tous les jours, c'est un peu dommage. Et la seconde théorie, c'est la gestion des films. Oui, 3 films durent 45 minutes, et pour ça, il y a des choix, des impératifs à faire. Iki a cette image de saint rebelle, n'aimant pas agir en bande, donc son absence au début des films, ça sert ce propos, même si je continue à croire que c'était une belle erreur de ne pas le voir lors de la mort d'Athéna du 3e film. Du coup, ne pas faire interagir 5 personnages mais plutôt 4, l'idée est séduisante selon moi, car si vous observez bien, Iki et Shun ne comptent que pour un combat, même si dans les faits, la meilleure interaction d'Iki sera dans le premier film où son temps d'action est conséquent. Et du coup, Shun sera quelque peu sacrifié. Et dans Lucifer, Aki Masuaki ajoutera une scène où Iki fait des remontrances à son frère, scène qui pourra rappeler celle où Iki juge un peu durement la défaite de Shun, Yoga et Seiya face à Kaza. J'ai toujours vu autour de moi des fans n'aimant absolument pas les films en raison du traitement de Shun, et on peut en effet être déstabilisé, d'autant qu'à l'heure où je produis cette vidéo, Shun véhicule clairement cette mauvaise aura provenant de ces films. Le succès de Saint Seiya en animé, d'accord, mais hélas, Masami Kurumada va piocher également sur ce code pour notre plus grand malheur. Et oui, dans l'Arcades, Shun y est à première vue sur la touche ainsi que Yoga. Le staff de Juniku nous fera une très belle introduction de Shun dans Hades, où on joue avec les fans qui savent qu'il sera l'incarnation d'Hades, et de magnifiques scènes avec Pandore nous font du pied. Shun vainc 3 anciens Silver Saints, à qui il dit, comme il en a l'habitude, qu'il exècre la violence, mais c'est un fait qu'on ne peut lui reprocher, sachant qu'il est voué à être l'homme le plus pur du monde de son époque. On y arrive! Fort heureusement, avec l'arc du Mekai, la dynamique va changer et on va se concentrer sur les duos. Car personnellement, je trouve que celui de Seiya, le saint bagarreur et fonceur, cohabite plutôt bien avec le tempérament prudent et doux de Shun. C'est aussi pour cela que j'aime autant le début de l'arc Poséidon en animé. Shun est peut-être le seul personnage à avoir constitué des duos avec ses pairs. Bien sûr, celui avec Yoga est très populaire auprès des fans de yaoi, et le lien avec son frère Iki l'est encore plus. Celui avec Shiryu est le moins développé. Mais bref, Seiya et Shun s'attaquent au spectre, et Shun est au fond un renfort pour Seiya, un soutien qui empêche le saint de Pégase de tomber dans l'arc de l'Achéron, et dans une dimension de Luné. Et là, alors qu'on pensait que tous les voyants étaient au vert,
Pour voir Ikki débarquer, l'auteur nous bluffe, c'est Kanon qui réapparaît et fait des remontrances qui pourraient être un clin d'œil au 4e film, tiens. D'accord, la combativité de Shun n'est pas extraordinaire, mais elle sert le propos de l'auteur, et oui, dès que le médaillon de Shun est révélé, l'auteur veut faire de lui l'empereur Hadès, l'homme le plus pur doit passer du côté ennemi. Cette idée n'est pas toute neuve, car Shun s'inspire de Kawai dans Rin Kakiro, et il s'avère que celui-ci avait changé de camp vers la fin du manga. Kawai deviendra pendant un temps l'antagoniste principal, et on apprendra qu'il a été élevé par le clan Asura. Dans Saint Seiya, je pense qu'on a été très nombreux à se faire spoiler cet élément à travers la pochette du CD Album Hades, où Shun y apparaissait avec un regard machiavélique. Notons que ses cheveux sont supposés rester inchangés dans le manga et dans le projet avorté d'OAV en 1990. Alors que dans les OAV des années 2000, mystérieusement, ceux-ci changent rapidement de couleur, dommage. La confrontation avec son frère est proprement originale et probablement un des meilleurs moments sur cet arc, car Shun veut se sacrifier en donnant une opportunité à son frère bien-aimé de le tuer. Et si sur le papier on peut regretter les combats de Shun, ce dernier parvient à mettre en danger l'âme d'Hadès, ce qui n'est pas rien. Il est sauvé par Athéna et il y a beaucoup d'interactions avec Pandore, sœur de l'âme d'Hadès, qu'elle idolâtre et dont elle vante la bonté d'âme. Mais le développement du lien est surtout entre Pandore et Ikki, car Pandore est finalement juste l'esclave d'Hadès. Incohérence de l'anime des années 80, en développant la petite enfance de Shun et Ikki, on constate que Shun ne peut pas avoir de souvenir de son père défunt qui leur avait parlé du rocher en tête de lion présent lors des combats face au Black Saint. Hélas pour Shun, ses prochaines interactions seront moins marquantes, l'auteur considérant qu'il a eu son grand moment peut-être, mais il sera d'une aide certaine vêtue de sa God Claws et c'est lui qui sauve Ikki d'hypnose et pas l'inverse. En tant que réceptacle d'Hadès, on aurait aimé au moins une réflexion d'Hadès, de Thanatos et d'hypnose sur le fait que Shun s'en soit libéré et qu'il soit allé jusqu'à Elysion pour tuer le corps d'origine d'Hadès, car après tout ce n'est pas rien. Alors sur le 5e film, on avait vraiment de belles choses. Les situations s'inversent avec le 3e film où lui et Ikki n'étaient guère développés, à l'inverse de Shiryu et Hyuga. Ici, Shun et Ikki veulent clairement la vedette au second duo. Et mieux, Shun se relève et aide son frère. La scène est vraiment admirable et les dialogues sont savoureux. C'est là une évolution très positive du film. L'action finale combinée de Shun et Ikki face à Théséus est sublime. Et ce passage est vraiment cité comme étant le meilleur moment du film. Franchement, je le pense aussi. À travers cela, Shun va vite réapparaître dans Next Dimension. Il est le premier à manifester un intérêt pour le sort de Seiya après Saori. Celui-ci est désormais dans le coma suite à la malédiction d'Hadès. À noter que le staff du film Tenkai voulait initialement que Saori lise une lettre de Shun à Seiya dans le coma pour donner des nouvelles de tous. On ne va pas se mentir, mais dans Next Dimension, Shun y est souvent un faire-valoir. D'abord de Saori, qui l'accompagne chez Artemis, si Shun a le droit de s'occuper des Amazones, il est malheureusement rapidement mis au tapis par la Skumun avant qu'Ikki ne vienne le sauver. Ikki reconnaît néanmoins la grande force de son frère et déclare à la guerrière que si Shun s'était battu de toutes ses forces, l'issue aurait été tout autre. C'est à ce jour la seule scène où Shun et Ikki seront ensemble, bien que Shun soit inconscient à ce moment-là. Plus tard, Shun fera la connaissance de Tenma, l'ancien saint de Pégase, et les deux s'affronteront furtivement. Et là, aïe aïe aïe, le périple de Shun dans ce nouveau sanctuaire. Il y avait une phrase sur le forum de Saint Seiyapedia qui résumait tout, et là je ne sais plus de quel membre, mais c'était en gros Shun est le personnage le plus proche de la Terre. Notez bien les gardes que vint Shun dans le tome 13 car c'est un moment rare. Shun est repoussé très facilement par Sion, Shun est repoussé par Ox. Dans la maison des Gémeaux, c'est intéressant car Shun apprend de ses erreurs et ne se laisse pas berner par l'illusion du saint, mais il fait chemin arrière pour sauver Tenma et se fait vaincre par Abel et Ken. Shun est vaincu par Destol et est enfermé dans l'Omerta. Face à Kaiser, la gentillesse de Shun permet à celui-ci de dompter son animal de compagnie, puis Shun se fait battre par Kaiser. Face à Shijima, il est initialement vaincu mais sauvé par l'âme de Shaka qui a donné du sang à la Bronze Claws et son avatar apparaît depuis le Nirvana pour un combat de 1000 jours entre Shijima et lui. Au cours de cette confrontation, Shaka indique à l'ancien saint de la Vierge que Shun est destiné à leur succéder.
une information de taille qui n'aura laissé personne indifférent. En effet, face à Thanatos, on avait déjà vu que Kurumada voulait que la pureté de Shun soit rattachée à la pureté du signe de la Vierge. Si le lien n'était pas très clair à l'époque entre Shaka et Shun, Kurumada a créé des situations pour adouber en future sainte de la Vierge, et il fera de même pour Ikki, une belle démarche. On reparlera du devenir du personnage plus tard, mais en tout cas, dans Next Dimension, son traitement est majoritairement faiblard. Bien sûr, on pourrait se dire qu'il ne souhaite pas égratigner les Gold Saints du passé en raison de la guerre face au spectre, mais comment expliquer les interactions de Yoga et Shiryu qui sont bien meilleures? On a souvent traité Shun de paillasson dans Next Dimension, mais sur le plan de la réflexion, le personnage y est bien meilleur, et son traitement avec Tenma fonctionne aussi bien qu'avec Seiya. Et hélas, ce sont tous les deux des faire-valoir au nouveau Gold Saint. Concernant l'évolution du personnage, c'est intéressant car si Masami Kurumada voit en lui le prochain Saint de la Vierge, Saint Seiya Omega et Saint Seiya J Assassin font de Shun un médecin. Et par rapport à l'humanité de son désir de vouloir sauver la vie des gens, ce choix est parfaitement logique. Dans J Assassin, c'est franchement particulier. Il est le médecin de grande renommée dans un grand hôpital de Tokyo. Et il prend le rôle de maman de Natasha, la fille adoptive de Yoga. Le fanservice des fans de yaoi est au comble et on adhère ou pas. Puis vient août 2017 où on nous dévoile une série de Saint Seiya sur Netflix. Alors je ne parle pas beaucoup de cette série, je ne sais même pas si je ferai une vidéo dessus car la motivation n'est pas spécialement au rendez-vous. Par contre, je ne peux l'ignorer concernant le Saint d'Andromède dans cette chronique. Si au début, les annonces sont intéressantes, notamment lorsque Nishi Terumi est évoqué dans le design, le scénariste en chef Eugene Son quitte brutalement Twitter. Pourquoi ? Celui-ci avait indiqué être à l'origine d'un grand changement sur l'un des personnages principaux. Il explique alors dans plusieurs tweets que des héros exclusivement masculins pour protéger une femme ne passeraient plus aujourd'hui, surtout auprès du public américain, ce qui a engendré une décision de vouloir modifier le sexe d'un des personnages, avec changement de prénom en anglais de Sean. D'accord, les femmes sont fortes dans Saint Seiya, mais pas dans le camp des héros. Et d'ailleurs, Shaina en sera à jamais exclue, malheureusement. Du coup, changer le sexe de Shun, c'était pour lui inévitable. Mais il voulait absolument qu'on ne change en rien les points fondamentaux du personnage. Il est insinué que la Toei Animation aurait longuement hésité avec ce choix. Si le scénario se veut rassurant concernant le rôle de cette nouvelle Andromède, qui ne deviendra pas une femme en détresse, au fond, personne ne l'écoutera. Personne. Et là, scandale, les influenceurs, la presse s'emparent de l'affaire et la série y est vivement critiquée, avant même sa sortie, car changer le sexe de Shun est pour beaucoup maladroit. Allons quoi, être un personnage sensible et aussi gentil que Shun, cela renverrait une image féminine? Beaucoup seront heurtés par cette décision du scénariste Eugene Son. Alors dans les faits, je suis d'accord, par contre, j'ai vu la série et je n'ai pas trouvé le personnage ridicule du genre. Sean ne dit pas « je me suis cassé un ongle », mais le débat est terriblement complexe et je me devais de l'évoquer. D'autant que les personnages au premier plan, il y en a eu. Dans Lost Canvas, il y a eu Yasuhira qui avait un fort caractère. Même chose pour Yuna dans Sensei Omega, que j'adore. Donc c'était logique de voir se poursuivre cela, mais cela n'est pas passé car on cause d'un personnage déjà existant et qui existait pour montrer qu'un homme jugé peu viril, voire efféminé, peut être puissant tout en étant tendre. Le relayer au rang de femme est réducteur, car on parle mine de rien d'un personnage central qui établit les bases dans les shonen actuels, qui a fortement marqué le public japonais. Sans la création de Shun, je ne suis pas sûr que le personnage de Kurama dans Yu Yu Hakusho aurait existé. Même chose pour Kurapika, il y a eu un avant et un après Shun. On parlait tantôt des faits d'armes décevants de Shun dans Next Dimension, mais si on regarde l'effet psychologique, il y a un passage intéressant dans le tome 6, où on comprend ce qu'est Shun pour Kurumada. Lors d'une très belle interaction avec Tenma, celui-ci le questionne sur le futur où vit Shun, et celui-ci répond que le mal et la guerre persistent encore. Tenma lui dit que la seule solution pour que le mal disparaisse serait probablement que l'humanité soit éradiquée par les dieux, lassée par la cupidité des humains. Ce à quoi Shun répond: même si la guerre et le mal sont partout, un jour viendra où chacun aura le sourire, et ce jour-là, les dieux donneront la terre aux humains qui la mériteront enfin. En continuant de protéger la terre, nos valeurs en tant que saint d'Athéna, ce jour viendra. Tenma lui retorque qu'entendre cela de la bouche de Shun, qui est pur comme son ami Alon, il y croit étrangement.
Voilà ce qu'est Shun à travers cet excellent extrait du tome 6 dans Next Dimension, un homme tendre et idéaliste qui fait rire les uns par sa naïveté, mais qui donne espoir aux autres et donne envie de croire en des jours meilleurs. Tant qu'il reste des hommes d'une telle bonté d'âme et d'une telle tolérance, capables de pardonner, et de tendre la main à un ennemi et de croire en lui, il y a de l'espoir pour l'humanité. Peut-être que Shun permet à Kurumada d'exprimer son ancien regard d'enfant pur sur la vie. Cela lui permet de transmettre au lecteur des messages sincères, pleins d'espoir grâce à ce magnifique personnage qu'est Shun. Voilà pour cette vidéo sur Shun, j'espère que vous aurez aimé. Un grand merci à Megrez Alberic et à Time, car sans eux, cette vidéo n'aurait pas été aussi complète. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, salut.